Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette invitation à m'exprimer devant la Commission des Affaires européennes que vous présidez, nous, à l'Institut Jacques Delors, aussi bien dans notre siège de Paris que notre bureau en Allemagne. Nous suivons assidûment les travaux des parlements nationaux sur les sujets européens, les rapports d'information qui sont produits, les résolutions qui sont également exprimées. Nous inscrivons dans ce que Jacques Delors a appelé une fédération d'États-nations, c'est-à-dire une union qui a fédéré certaines compétences, certains pouvoirs et qui repose sur la légitimité des États-nations et des citoyens qui la composent. Et alors, vous l'avez dit, cette union, cette fédération d'États-nations, au-delà des différents travaux que vous avez bien voulu citer, qui sont dans les dossiers qui pourront être remis aux membres de cette commission, il est important de la décrire dans son état actuel, l'état de polycrise, dont parle aussi Jean-Claude Juncker, sur la base d'une vision politique un peu globale. Vous avez cité mon président fondateur, Jacques Delors, qui dit que ce qui caractérise l'Europe des dernières années, c'est non seulement évidemment les crises, mais aussi le fait que nous sommes confrontés à une Europe des pompiers plutôt qu'à une Europe des architectes, c'est-à-dire une Europe de dirigeants qui passent de crise en crise, qui essayent d'éteindre les incendies ça et là, mais qui, d'une certaine manière, donnent souvent l'impression de subir les événements, alors que nous avons besoin peut-être davantage d'une vision large. Et l'Europe des architectes, c'est cela. Il y a aussi des maçons qui sont à l'œuvre, notamment à Bruxelles, mais on a besoin d'une vision d'ensemble, d'une architecture d'ensemble de ce que sont les défis qu'affronte l'Union européenne. Et donc c'est sur ce registre que je vais essayer d'apporter notre contribution, avec un point de départ qui aurait pu être Jean-Claude Juncker, mais je vais prendre celui, puisque je suis à l'Assemblée nationale française, de François Hollande et de ce qu'il a dit récemment à Verdun, cette phrase notamment extraite de son discours, quand il a dit « Notre devoir sacré est inscrit sur le sol ravagé » de Verdun. Il tient en quelques mots: aimons notre patrie, mais protégeons notre maison commune, l'Europe, sans laquelle nous serions exposés aux tempêtes de l'histoire. Je crois que c'est un bon point de départ, tempêtes de l'histoire auxquelles effectivement l'Europe et ses pays membres sont confrontés actuellement, avec parfois une impression de navigation un peu à l'aveuglette, d'ailleurs, face à ces tempêtes, voire même parfois, c'est un peu exagéré à mon avis, je vais dire pourquoi, l'impression que le naufrage guette l'Union européenne. Cette nécessité de regarder cette Europe, ses patries, face aux tempêtes, et de caractériser la crise en cours, et je vais le faire sur un double registre, en disant d'abord que, à mon avis, ce que nous affrontons depuis plusieurs années, c'est une crise de copropriétaires, puisque François Hollande parle de maison commune, une crise de copropriétaires qui partagent la même maison, qui n'ont pas la volonté de la quitter, en réalité. Mais au-delà de ça, quelque chose de plus grave, c'est une crise identitaire aussi, une crise du projet européen, une crise des pays qui le composent, une crise de ce qu'est l'Europe dans le monde, qui sera de moins en moins eurocentrée, ce que ressentent très bien les Européens, et ce qui les désoriente. Alors d'abord, une crise de copropriétaires qui se disputent d'une certaine manière au sein d'une maison commune. Mais c'est d'abord une crise en trompe-l'œil. Je crois que ce n'est pas une crise d'appartenance, ce n'est pas non plus une crise démocratique ou antidémocratique. Pourquoi ce n'est pas une crise d'appartenance? Parce que même si les copropriétaires se disputent, il y a beaucoup de tensions entre eux, ils doivent revoir le règlement de copropriété sur pas mal de sujets, la zone euro hier, l'espace Schengen, l'asile aujourd'hui notamment. Il n'y a pas de peuple qui veut quitter la maison. Alors on verra, évidemment, je prends mon risque, puisqu'il y a un référendum d'appartenance au Royaume-Uni dans quelques semaines, je prends mon risque. En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'on nous a beaucoup parlé de la fin de l'euro et du fait que tout cela allait se disloquer, la zone euro. Elle est toujours là, la zone euro, la Grèce en fait toujours partie. Pourquoi? Parce qu'au fond, après d'intenses débats démocratiques, tous les peuples qui font partie de la zone euro ont accepté, bon gré mal gré, souvent malgré, d'assumer évidemment les avantages liés à l'appartenance à la zone euro, mais aussi les inconvénients. Idem pour l'espace Schengen. Nous avions, avec Jacques Delors, publié il y a quelque temps un texte qui s'appelait Schengen est mort, vive Schengen. Le code Schengen est suffisamment flexible, il l'a montré. Les dirigeants de l'Union européenne ont pris des initiatives pour renforcer l'espace Schengen.
Mais je ne crois pas qu'aucun peuple ne souhaite quitter l'espace Schengen. Et puis quant à l'Union européenne, peut-être que le Royaume-Uni nous le dira, hein, ça c'est clair, il nous le dira, mais je crois qu'il ne faut pas confondre, quand on regarde l'appartenance à l'Union européenne, un euroscepticisme qui est important et une europhobie qui consisterait à quitter l'Union européenne. Attendons le verdict du 23 juin, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe quand on regarde l'Union européenne au sens large, c'est que le Royaume-Uni est peut-être le peuple le plus border edge, en mauvais français, et qu'il n'y a pas d'équivalent dans les autres pays de l'Union européenne. Euroscepticisme, oui, mais europhobie au point de vouloir sortir, sans doute pas. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi je le dis, il faut aussi ajouter que c'est une crise démocratique. Je crois que ce qui caractérise cette crise, c'est la montée de l'euroscepticisme, oui, dans beaucoup de pays, pour des raisons souvent contradictoires. Je prends un seul exemple. Dans la crise de la zone euro, trop d'austérité pour les pays qui ont dû subir des programmes d'ajustement en contrepartie de l'aide européenne. Mais dans d'autres pays, trop de solidarité. Trop d'austérité vue de Grèce, du Portugal, de l'Irlande, mais vu d'Allemagne, de Slovaquie ou de Finlande, trop de solidarité. Et donc évidemment, un double euroscepticisme, si je puis dire. L'Europe perd sur les deux tableaux, mais qui ne doit pas être confondu avec l'europhobie, et surtout qui ne doit pas laisser accroire que ce qui caractérise la période récente, c'est le fameux clivage entre Bruxelles et ses peuples, hein, comme si Bruxelles passait d'un pays à l'autre pour embêter tout le monde, alors qu'en réalité, ce qui caractérise la période récente, c'est le clivage entre les peuples. Ce n'est pas moins grave, à mon sens, hein, d'ailleurs. Mais enfin, il faut s'arrêter là-dessus avant de communier dans cette dénonciation de l'Europe non démocratique, même si on pourra toujours y revenir dans le détail. Il y a des imperfections démocratiques, évidemment. La crise avait une apparence, celle de l'Europe FMI, mais elle a une réalité, c'est celle de tensions entre les peuples qui font partie de la zone euro, de l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Alors une fois qu'on a dit ça, puisque ce sont des peuples qui s'affrontent par l'intermédiaire de leurs représentants, qui veulent malgré tout, en tout cas c'est mon analyse, rester dans la maison commune, il faut caractériser cette crise de copropriétaires comme, à mon avis, une crise de solidarité d'abord, mais aussi une crise de confiance. La crise de solidarité, on l'a vu. La solidarité européenne n'est pas naturelle, elle est construite. Il y a des solidarités de fait. Et on l'a vu pendant la crise de la zone euro. L'idée d'aider la Grèce, l'Irlande, le Portugal, Chypre allait d'autant moins de soi que les traités européens prévoyaient qu'on n'aiderait pas. Et donc c'est une solidarité au forceps. N'empêche qu'il y a eu une solidarité. Parce que c'était aussi dans l'intérêt de ceux qui ont aidé, hein, de préserver la zone euro. Si on regarde la crise des réfugiés, même chose, la solidarité n'est pas naturelle. Mais au forceps, à nouveau, il y a un mécanisme de solidarité, d'abord financière, un mécanisme de répartition des réfugiés qui se met en place très laborieusement, mais qui a été adopté. Et donc une forme de solidarité. Face à la menace terroriste, c'est plus spontané. La menace terroriste, le terrorisme islamiste, il y a une forme de solidarité. Mais enfin, dans beaucoup de cas, ce n'est pas donné. Et donc, il y a eu une crise de la solidarité, même si, au forceps, une fois de plus, il me semble qu'elle a été, au moins sur le papier, surmontée. Je pourrais prendre d'autres exemples. Mais je veux insister davantage sur la crise de confiance, qui est plus grave. Parce que c'est ça qui caractérise cette crise. Une crise de confiance qui a des racines européennes, une crise de confiance entre États membres. Au fond, c'était ça aussi, la crise de la zone euro. C'était une crise de confiance entre États membres. Il y a des pays qui ont subi une crise de confiance des marchés financiers, puisque les marchés financiers ne voulaient plus leur prêter à des taux acceptables. Donc, ils ont dû aller chercher l'Europe et le FMI pour les financer. Mais il y a eu une crise de confiance entre États membres. Et d'ailleurs, un renforcement des mécanismes de contrôle, de discipline vis-à-vis de pays qui étaient suspectés de ne pas prendre les décisions nécessaires, respecter les disciplines nécessaires pour faire partie d'une union monétaire. Et là-dessus, je dois caractériser aussi la situation de la France. La France suscite une forme de défiance vis-à-vis de ses partenaires sur ces sujets-là, économiques, sociaux, budgétaires, faute de non seulement tenir ses engagements, mais d'obtenir des résultats suffisamment satisfaisants. Et donc cette crise de confiance, elle existe dans le domaine de l'union économique et monétaire. Elle existait aussi, et je prendrai aussi cet exemple, dans le domaine de l'espace Schengen. Pourquoi ? Parce que
Vous l'avez cité, notre publication, une souveraineté partagée pour des frontières déjà partagées, sauf que les frontières partagées, les frontières grecques, les frontières italiennes, il y a eu un doute sérieux entre États membres sur la capacité et même l'intérêt des pays situés aux frontières extérieures, donc j'ai cité la Grèce, l'Italie, leur intérêt à contrôler effectivement ceux qui s'y présentaient. Pourquoi? Parce que si ce ne sont que des pays de transit, après tout, et Berlusconi l'avait dit dans sa franchise habituelle, après tout, ce qui arrive chez moi, ce n'est pas pour y rester, donc je les laisse passer. Donc une crise de confiance, mais qui là aussi est en passe d'être surmontée. Pourquoi? Parce qu'on a créé ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire des centres d'accueil et d'identification sous assistance européenne, mais c'est aussi une façon de réduire la défiance entre États membres. On va créer, je crois, cet été, un corps européen de garde-frontières, et ça aussi, c'est une forme de saut fédéral pour essayer de réduire ce déficit de confiance, pour ce qu'effectivement, à nos frontières extérieures, et notamment en cas de crise, il y a un contrôle européen et qu'on ne vive plus dans cette défiance entre États membres d'un même espace de libre circulation. Un dernier point pour signaler qu'en matière de terrorisme, là aussi, il y a un défi en termes de confiance mutuelle. Il faut partager l'information. Il faut une coopération policière et judiciaire. On part de très 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 loin, puisque nos États membres s'espionnent allègrement. Mais là, il faut franchir un cap en termes de confiance mutuelle, peut-être pas au niveau de l'UE28, à quelques-uns, sans quoi les services de police et de justice, notamment les services de police ou d'espionnage, seraient coupables de non-assistance à personne en danger, s'ils ne partagent pas suffisamment les informations dont ils disposent pour lutter contre le terrorisme. Crise de confiance, je termine sur ce premier point, qui porte aussi évidemment sur l'Union européenne, du coup. J'évoquais l'euroscepticisme multiforme qui est monté ces dernières années. Une chose est frappante quand on regarde les chiffres des sondages, des eurobaromètres. On publiera très prochainement une étude sur ce plan, l'évolution des perceptions de l'Europe sur 10 ans, sur le sentiment d'appartenance, sur les bénéfices liés à l'appartenance de son pays. En 10 ans, il y a un relatif statu quo à un très bon niveau. Très bon niveau. En revanche, sur la confiance en l'Union européenne, une inversion totale en 10 ans. Une inversion totale. Et donc une défiance vis-à-vis de l'Union européenne. Je crois quand même qu'il faut aussi, au-delà de ce que je viens de dire avant, la défiance entre États, il faut aussi considérer que l'Union européenne souffre d'une crise de conscience plus large, qui touche d'abord les États membres. Si les Autrichiens ont voté de manière aussi massive pour un candidat d'extrême droite, ce n'est pas parce que 50% des Autrichiens sont nazis, ni non plus parce que 50% des Autrichiens sont anti-européens. Je pense que c'est un vote de défiance vis-à-vis du système politique autrichien. Si les Français votent à ce point-là pour le Front National, je crois que c'est aussi un vote anti-système. Pas seulement, mais bien sûr, pas seulement, mais il y a un vote anti-système. Je dirais que les Français sont aussi franco-sceptiques qu'eurosceptiques. Naturellement, tout ça se fait dans un contexte européen, et notamment la crise des réfugiés. Mais sur l'Autriche, par exemple, j'observe que Jörg Haider faisait 27% en 1999. Il n'y avait pas un seul réfugié à l'horizon à cette époque. Donc, n'européanisons pas complètement les choses. Simplement, la crise de confiance, c'est vraiment mon dernier point, elle touche aussi l'Europe, parce que c'est une crise de confiance vis-à-vis des élites, en général, et qu'effectivement, l'Europe incarne les élites, un projet élitiste, et donc elle souffre aussi par ricochet de cette défiance des élites qu'on voit un peu partout en Europe, qu'on voit aussi aux États-Unis. Mais si vous me permettez cette dernière remarque pour faciliter transition avec la crise identitaire dont souffre l'Union européenne, la crise de confiance est aussi liée au fait que l'Europe, parce que justement elle est fondée sur l'expression de 28 volontés démocratiques nationales, a peiné à trouver des solutions face à la crise. Donc il y a un sentiment de perte de contrôle de la situation, de subir des crises qui lui sont extérieures souvent, mais qu'elle transforme en crise interne. Un sentiment que face à la tempête, les capitaines se disputent dans le cockpit. Et donc c'est un petit peu angoissant, et donc évidemment des tentations pour une forme de repli national, cette impression que l'Europe ne maîtrise pas l'agenda
et ses leaders en particulier se laissent un peu balloter par les événements. Et c'est en cela, à mon avis, et ça sera mon deuxième point, qu'on peut caractériser la situation en disant qu'il y a une crise identitaire des Européens, de la Fédération européenne d'États-nations, une crise de sens de ce qu'est la construction européenne. On a eu la génération des pères fondateurs, celle des fils fondateurs, ça c'était Jacques Delors, Helmut Kohl, François Mitterrand, Felipe González, quelques autres. On arrive aujourd'hui à la génération des fils fondateurs, des petites filles fondatrices, des petits fils fondateurs. Il y en a peut-être une, j'ai dit petite fille fondatrice en Allemagne. On cherche un peu où sont les autres, à vrai dire. Et je crois que c'est leur responsabilité de dégager une vision pour les temps présents, au-delà de leur tâche de pompiers qui vont d'incendie en incendie ou d'inondation en inondation. Et de ce point de vue-là, je dirais, pour reprendre la phrase de François Hollande, qu'il ne s'agit pas seulement désormais de protéger la maison commune européenne. Non, évidemment, il faut consolider ses fondations, l'euro, l'espace Schengen, etc. Je crois que les peuples le souhaitent. Mais il ne faut pas seulement la protéger, la maison commune. Il faut la réaménager, il faut construire un nouvel étage à la maison commune pour permettre aux Européens de faire face aux défis de l'heure. Et donc je dirais que les copropriétaires qui se querellent, c'est bien qu'ils revoient les règlements de copropriété sur ce qui est déjà mis en commun, mais c'est un peu aussi urgent qu'ils puissent regarder au-delà de la maison commune, dans le village global, la mondialisation, et que dans ce nouveau contexte, ils définissent un cap pour les Européens, un projet clair. Et pour ça, et je terminerai là-dessus, il faudra aussi que les États-nations, et notamment la France, y contribuent. Alors d'abord, je le disais, une crise du sens de la construction européenne. C'est quoi cette fédération ou cette union La fédération est un mot connoté en France comme au Royaume-Uni. Donc cette union, quelle est donc sa vocation, sa raison d'être? Elle a très bien réussi, la construction européenne. Et là, si je puis dire, produit les résultats que les pères fondateurs et leurs successeurs lui avaient assignés globalement. Mais quel est leur nouveau projet? Quel est le nouvel horizon? Je crois qu'évidemment, il faut insister sur le fait que l'Union européenne fournit des opportunités à ses États membres et à ses citoyens. Des opportunités économiques, commerciales, des opportunités en termes de mobilité, en termes de financement. Je sais que votre commission a travaillé sur le plan Juncker, la façon dont il finance des projets en France. Mais je crois aussi qu'en période de crise, il faut se situer sur le registre des menaces, pas seulement des opportunités. Et que ce qui est frappant dans le débat sur l'Europe, c'est que l'Europe est souvent vue comme une menace, l'espace européen. Et que son salut vient aussi du fait qu'elle pourrait davantage apparaître pour ce qu'à mon avis elle est, c'est-à-dire une réponse aux menaces. Pourquoi est-elle perçue comme une menace au-delà du fait qu'elle est beaucoup, souvent instrumentalisée, ciblée, un peu comme un bouc émissaire? Ça, c'est un phénomène politique extrêmement classique. Parce qu'elle peut être une menace dans certains cas, quand elle est productrice de normes tatillonnes ou qu'elle rappelle à des règles auxquelles à chaque fois nous avons consenti. Mais évidemment, quand elle rappelle à des règles, elle peut être vue comme une menace pour les souverainetés ou les identités nationales. Quand, je l'ai dit, elle s'improvise en sauveteur de pays en difficulté, l'Europe FMI, elle peut être vue comme une menace. Oui, une menace pour les acquis sociaux ou les budgets dans les pays du sud de l'Europe, mais aussi une menace pour les économies des Allemands, des Slovaques ou des Finlandais. L'Europe FMI, c'était une parenthèse, on va la refermer. L'espace de libre circulation, qui est porteur d'opportunités, il peut être vu comme une menace. Je sais que vous avez travaillé sur les travailleurs détachés. Les normes européennes sont à peu près bonnes, mais il y a un contournement de ces normes. Et donc, il faut travailler à la lutte contre la fraude, au travail détaché, notamment. L'Union européenne, c'est une union douanière. Alors, il y aurait deux façons de la caractériser. Soit c'est une union douanière qui protège, mais c'est vrai qu'il y a des barrières tarifaires et non tarifaires. Sauf qu'au moment où on pense à démanteler ou ajuster ces barrières, ça peut être vu comme une menace. Et notamment le projet d'accord transatlantique est lourd de menaces quand on regarde les réactions des opinions publiques. Dernier exemple, l'espace sans frontières intérieures, qui est une opportunité pour, par exemple, les 350 000 frontaliers qui chaque jour vont chercher du travail et travailler plus exactement à l'extérieur.
peut être vu comme un espace de libre circulation pour les criminels et les terroristes s'il n'y a pas une coopération policière et judiciaire adaptée. On n'arrête pas les criminels et les terroristes aux frontières, hein, mais en tout cas, il peut y avoir un angoisse qui est lié au fait qu'il peut être vu cet espace de libre circulation comme un espace où eux circulent librement et pas les polices et les justices de nos États membres. Et donc, il faut évidemment assumer cette partie, l'Europe qui est menaçante, réduire sa dimension menaçante. Mais je dirais qu'au-delà de ça, ce qui est clé, c'est vraiment de positionner l'Union européenne sur l'agenda politique comme une réponse aux menaces. Et là, il y a une responsabilité importante des chefs d'État et de gouvernement et de tous les acteurs politiques, parce qu'on peut passer tout le temps qu'on veut à expliquer qu'il y a une menace de l'Europe parce qu'elle réglemente la taille des concombres, ce qui d'ailleurs est faux, elle ne réglemente plus la taille des concombres. Alors ça, c'est un succès d'estrade garanti, mais enfin, je suis désolé, c'est quand même pas tout à fait à la hauteur des enjeux et des vraies menaces, pour le coup. Des vraies menaces. Et quelles sont-elles? Il faut les nommer, les vraies menaces. La finance folle est une menace. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que les peuples de l'Union monétaire veulent rester dans l'Union monétaire. Parce qu'ils savent bien que s'ils reviennent aux monnaies nationales, les monnaies nationales seront ballottées par la spéculation financière mondiale. L'Union bancaire européenne, on l'a fait pour lutter contre la finance folle, pour que les grandes banques soient contrôlées par la Banque centrale européenne. Alors évidemment, il y a encore à faire en matière de régulation financière. Mais je prends cet exemple pour dire que si on positionne l'Europe comme une réponse à cette menace, elle peut avoir le soutien de ces peuples. Et je crois qu'elle l'a. Mais il faut encore nommer cette menace. Non pas en disant mon adversaire, c'est le monde de la finance, mais mon adversaire, c'est le monde de la finance folle. Oui. Autre menace, autre bon exemple, le changement climatique. Le changement climatique est une menace pour notre santé, celle de nos enfants. L'Europe s'est positionnée comme une réponse à cette menace. Et la France, au sein de l'Europe, a joué un rôle majeur pour le succès de la COP21. Et uniquement, la COP21, c'est comme un tout petit peu plus important que la taille des concombres. La dépendance énergétique extérieure des Européens, c'est une menace, notamment vis-à-vis de la Russie, des pays du Golfe qui sont instables. L'union de l'énergie est une réponse. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, à cette menace. Les flux migratoires incontrôlés aussi, c'est une menace. Il faut une réponse européenne. Les demandeurs d'asile eux-mêmes ne sont pas des menaces, ce sont des victimes. Mais l'impression de chaos est une menace, de déstabilisation. Et donc il faut une réponse européenne. Le terrorisme islamiste, il faut aller combattre à la source et pas aux frontières de l'Europe. Le chaos dans le voisinage, la Libye, la Syrie, l'agressivité de Vladimir Poutine. L'ennemi, ce n'est évidemment pas la Russie, simplement l'agressivité de Vladimir Poutine, c'est une menace auquel il faut afficher, et d'ailleurs vis-à-vis de laquelle l'Europe a affiché un front à peu près uni. Et donc, si je veux me résumer sur ce registre-là, je dirais qu'il faut aussi défendre l'Europe en tenant l'hymne à la peur, et non pas seulement l'hymne à la joie. L'Europe a été lancée sur l'ère de l'hymne à la peur, mais on ne le revendique pas assez. L'Europe a été lancée dans les années, la construction européenne, dans les années 50, parce que nous avions peur. Nous avions peur de nous entretuer une nouvelle fois, comme à Verdun, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, et nous avions peur de Joseph Staline. L'euro, un peu plus tard, a été créé parce que Jacques Delors avait préparé le passage à l'euro avec un rapport qui était sur la table depuis le printemps 89, mais il a été créé parce que les Européens, et je dis même les Français, avaient peur de la réunification allemande. La peur est un facteur agissant de l'histoire. Il faut tenir au peuple européen un discours émotionnel qui ne laisse pas la peur aux anti-européens. Et donc, entonner un peu l'hymne à la peur. Et je crois qu'il faut d'autant plus le faire que les Européens sont inquiets dans un monde qui sera de moins en moins eurocentré. C'est un monde qui est plein d'opportunités, les pays émergents, etc., mais c'est un monde qui est aussi lourd de menaces. Les Européens, c'est 7% de la population du monde, 7%. Environ 11% des émissions de gaz à effet de serre, 24% de la richesse produite et 50% des dépenses sociales mondiales. Bon. Ce sont des démocraties qui sont unies, mais qui voient bien que le monde sera de moins en moins eurocentré. Et donc je crois qu'il faut un discours sur ce que c'est que d'être européen dans le monde, avec une forme de fierté aussi de ce qu'est être européen
dans ce monde, plutôt qu'une forme de réaction toujours inquiète. Et ça, c'est la responsabilité des leaders politiques, parce que les Européens soient inquiets, et qu'au fond, la crise des réfugiés soit seulement un signe avant-coureur du fait que des choses qui se passent juste à nos frontières, on n'a pas vraiment de maîtrise sur ces choses-là, ces évolutions, cette instabilité, qu'il y a des réfugiés qui arrivent et qu'on ne contrôle rien. Ça, c'est normal qu'ils soient inquiets. Mais la responsabilité des leaders politiques, c'est de leur dire, de leur tenir un discours disant, voilà, nous sommes les Européens, on va y arriver, on va faire face à ces défis. Ce qu'a fait Angela Merkel en Allemagne. Nous sommes l'Allemagne, nous sommes forts, on va y arriver. Donc il faut tenir ce discours un peu positif. Et on va y arriver pourquoi? Parce qu'on va partager un peu plus nos souverainetés. C'est pas qu'on va donner des pouvoirs à Bruxelles. Il ne faut pas tenir ce discours-là. C'est un discours de dépossession. Le fait de dire toutes les solutions passent par le niveau européen. Non, les solutions, elles passent par nous. Simplement, nous serons plus forts ensemble. C'est ce que dit David Cameron. Stronger together. Plus fort comme patrie, plus fort comme État-nation. Parce que nous allons, face au terrorisme, face au changement climatique, face à les finances folles, agir en commun. Et quand on a dit cela, je crois qu'il faut aussi assumer, parce que l'union fait la force, c'est une pétition de principe, c'est aussi une réalité, il faut prendre des exemples bien concrets à chaque fois, parce qu'il y a des avancées, on pourra y revenir dans le détail, mais je l'ai dit sur l'euro, sur Schengen, Européen de garde-frontière, face au terrorisme, le mandat d'arrêt européen, il y a des avancées. Mais il faut évidemment assumer un autre élément émotionnel, c'est-à-dire la frustration. L'Europe est frustrante, elle le restera toujours. L'Europe n'est pas une dictature. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Évidemment, c'est plus simple quand on est dans un pays comme la Russie avec un hiérarque, Vladimir Poutine, qui peut agir de manière un peu plus rapide. C'est plus difficile, oui, à 28, parce qu'il faut se mettre d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas à la fois accuser l'Europe d'agir trop peu trop tard, ce qui est vrai, et dire qu'elle n'est pas démocratique, parce que c'est précisément parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord que ça va doucement. Et donc voilà une vision claire de l'agenda, une vision claire de l'Europe dans le monde comme une réponse aux menaces, et en même temps une Europe pourvoyeuse d'opportunités. Et j'en terminerai là-dessus, une vision qui ne pourra s'imposer dans cette fédération d'États-nations que si les États-nations sont forts, parce que ce n'est pas un jeu à somme nulle, le jeu politique européen. Ce n'est pas parce qu'on va pas renforcer l'Europe pour affaiblir les États-nations, non, c'est le contraire. Mais pour y arriver, il faut que les États-nations sont forts. Il faut un discours national sur l'Europe qui soit vigoureux, qui soit clair. Et encore une fois, j'ai cité Angela Merkel. Le discours d'Angela Merkel est assez clair. Nous sommes l'Allemagne, on va y arriver, et on va y arriver dans un cadre européen. Et donc, vous ne m'en voudrez pas de finir par la France, puisque je suis à l'Assemblée nationale française, qui a un rôle clé. Jean-Claude Juncker vient encore de le rappeler, en instant un discours français. Je crois que la France et le président de la République française, là-dessus, a tenu un discours net depuis quelque temps, en disant il faut d'abord redresser la France, et c'est parce que nous aurons redressé la France que nous pourrons réorienter l'Europe. Je crois que les deux sont en bonne voie. On pourrait détailler, mais la France se redresse, et l'Europe a déjà été en partie réorientée et consolidée, y compris dans le sens de ce que souhaitaient les autorités françaises et plus largement le peuple français. Même si l'Europe, ça ne sera jamais la France en grand, évidemment. C'est toujours un compromis à 28. Et donc il faut tenir un discours patriote, de force, sur ce qu'est la France en Europe. Et de ce point de vue-là, je dois dire que, puisque j'ai cité Angela Merkel, entendre un Premier ministre français dire on prendra 30 000 réfugiés et pas un de plus, et le faire à Munich, ça, ce n'était pas un discours de force. Un discours de force, ça consisterait à dire plutôt nous sommes la France. Nous allons prendre 30 000 réfugiés naturellement. La France ne va quand même pas se noyer avec 30 000 réfugiés, surtout que les Allemands en ont accueilli des centaines de milliers. Un discours de force, c'est tout à fait important, et je crois que les Européens ont toujours besoin de la France parce que justement, le génie français, ce n'est pas seulement de s'adapter au monde tel qu'il est, mais c'est de le contribuer à façonner ce monde. Et que les Français, le général de Gaulle l'avait dit, peuvent utiliser l'Europe comme un levier d'Archimède à cet égard, qu'ils peuvent entraîner les Européens dans cette direction-là, y compris les Allemands, à condition d'être crédibles, à condition aussi de passer au-delà de certaines contradictions de la politique européenne française, mais en mêlant un discours de fierté, un discours de force. Ça a été très bien fait dans la lutte contre le terrorisme islamiste,
j'espère que ça pourra continuer à être fait sur d'autres registres. Et je crois que d'ailleurs, sur ce dossier, et je terminerai là-dessus, les Français pourraient être à l'initiative de ce que Manuel Valls a appelé un pacte pour la sécurité, parce que c'est aujourd'hui, sur ce registre-là, et donc sur le registre de la peur, d'une certaine manière, ou de la menace, que les Français et les Européens attendent des réponses collectives. Mon dernier mot sera pour dire, en cette enceinte, sera pour citer le président qui m'avait fait l'honneur de me recruter comme directeur de l'Institut Jacques Delors, Tommaso Padoa-Schioppa, malheureusement décédé, et qui m'avait dit, moi je peux le dire, vous ne pourriez pas, c'est pour ça que je le cite, il y a autant d'Europe que la France le souhaite. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas dire ça, vous, parce que vous êtes français, mais moi qui suis italien, je peux vous le dire. Alors voilà, c'est une adresse aux membres de la Commission des affaires européennes, et au-delà de ça, aux autorités françaises. Il y a autant d'Europe que la France le souhaite, et comme l'a dit Jean-Pierre Juncker hier à Paris, la France... Jean-Claude, pardon. J'ai dit Jean-Pierre ? Oui, mais c'est pas grave. C'est la fatigue, il est temps que je termine. Le président Juncker, on attend la vision française, on attend en tout cas une nouvelle impulsion donnée par la France sur les sujets européens. Voilà, Madame la Présidente, ce que j'avais envie de vous dire dans ce propos liminaire. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous nous avez fait un vaste panorama. Je pense que nous le partageons largement.